Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour la review Money in the Bank 2020. Et d'abord j'aimerais vous remercier car vous avez été très nombreux à regarder le live réaction Money in the Bank hier soir sur YouTube. En effet vous étiez en moyenne 1000 personnes avec moi durant le live. Et on a même eu un pic à 1500 personnes durant le main event. Et à côté de ça vous étiez également très nombreux sur le nouveau serveur Discord Catch Club. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore rejoint, je vous laisse le lien du nouveau serveur Discord dans la description. Donc comme d'habitude je vais vous donner les résultats du pay-per-view. Et on va surtout s'intéresser au main event de la soirée, les deux Money in the Bank ladder match qui avaient lieu en même temps. Mais d'abord on commence avec le kick-off et on avait le droit à un match lors du kick-off, Jeff Hardy face à Cesaro. Et on a bien démarré avec un match d'environ 13 minutes, pas mal d'action, les catcheurs qui sont battus à l'extérieur du ring vers la fin, ce qui a permis à Jeff Hardy de monter sur les barrières et effectuer quelques sauts. Puis Jeff Hardy a remporté le match avec sa Swanton Bomb. Donc les commentateurs nous expliquent que c'est le début du comeback, du retour de Jeff Hardy. On pouvait potentiellement espérer une intervention de Sheamus à la fin du match, mais au final Sheamus n'est pas apparu hier soir. Puis on passe à la carte principale de Money in the Bank et première remarque, le pay-per-view a été assez court hier soir, et c'est même l'un des pay-per-views les plus courts de ces 10 dernières années du côté de la WWE. Car la carte principale a duré 2h24, et le premier match était pour les titres par équipe de SmackDown, avec les champions Big E et Kofi Kingston qui défendaient leur ceinture face à The Miz et John Morrison, les anciens champions, Wesley Blake et Steve Cutler des Forgotten Sons, et Grand Metalik et Lince Dorado de la Lucha House Party. Et première remarque, hier soir la Lucha House Party a vraiment brillé durant le match, et ça donne vraiment envie de les voir champions par équipe un jour, car honnêtement ils le méritent, ils se donnent toujours à fond quand ils sont dans le ring. On a eu le droit à quelques gros spots durant ce match, notamment un magnifique Spanish Fly de Grand Metalik sur John Morrison, de la 3ème corde vers l'extérieur du ring. Jackson Ryker a également essayé d'intervenir pour les Forgotten Sons, mais l'arbitre l'a vu donc il l'a renvoyé dans les vestiaires. Et au final on s'est retrouvé avec Big E face à Grand Metalik. Lince Dorado a essayé d'intervenir pour aider Grand Metalik, mais Kofi Kingston s'est débarrassé de Lince Dorado avec le Trouble in Paradise. Et derrière Big E a porté son Big Ending sur Grand Metalik pour la victoire. Donc le New Day conserve les titres par équipe de SmackDown. Ensuite on a eu droit à une petite interview de Lacey Evans en coulisses, et il faut savoir que durant la soirée on a eu le droit à plusieurs promos des différents participants des Money in the Bank ladder match. On a également une interview de Drew McIntyre qui complimente Seth Rollins. Il avoue que Seth Rollins est un bon athlète, c'est clairement une grande superstar, un grand champion, mais il n'a pas la passion, il n'a pas l'envie qu'a Drew McIntyre. McIntyre dit qu'il a travaillé toute sa vie pour devenir champion de la fédération et il ne va pas perdre ce soir. Au contraire, il va casser la mâchoire de Seth Rollins avec un Claymore Kick. Puis on passe au second match de la soirée et on devait avoir un match entre R-Truth et MVP. Les deux catcheurs font leur entrée et MVP trouve que R-Truth lui manque de respect. Donc MVP dit qu'il va donner une leçon à R-Truth, mais à ce moment-là, Bobby Lashley fait son entrée, et Bobby Lashley dit à MVP qu'il peut retourner en coulisses car il va prendre sa place. Honnêtement, il n'y a pas vraiment de logique derrière ce changement, à moins que Bobby Lashley rejoigne le clan de MVP par la suite. Mais du coup, comme vous pouvez l'imaginer, on a plus ou moins eu le droit à un squash match. Un petit peu même un comedy match avec R-Truth qui était vraiment divertissant. Mais au final, bien entendu, c'est Bobby Lashley qui a remporté le match en moins de 2 minutes avec un gros spear. Puis on passe en coulisses et on voit Bayley et Sasha Banks qui marchent vers le ring, mais elles se font interrompre par Kayla Braxton pour une interview. Braxton souhaitait un petit peu savoir s'il y avait des tensions entre les deux catcheuses et si Bayley reprochait à Sasha Banks leur défaite lors du dernier épisode de SmackDown. Mais Bayley s'est tout de suite énervée, elle a dit qu'elle ne reprochait rien à Sasha Banks et tout allait bien entre elles. Sasha Banks est restée à côté de Bayley pendant ce temps et elle n'a rien dit. Puis les deux catcheuses ont fait leur entrée pour le match de Bayley face à Tamina pour le championnat féminin de SmackDown. Et Sasha Banks était toujours un pas derrière Bayley et elle regardait vraiment Bayley bizarrement. On pouvait s'attendre à une trahison durant le match. Mais au final, ça n'a pas du tout été le cas. Au contraire, Sasha Banks a même aidé Bayley durant le match. Car vers la fin, Tamina avait porté son super kick puis son Samoan drop et elle allait couvrir Bayley, mais Sasha Banks est rentrée dans le ring et donc Tamina s'est arrêtée, elle n'a pas effectué de tombée et elle a fixé Sasha Banks. Et à ce moment-là, c'est parti, Tamina a pété un plomb, donc elle a chassé Sasha Banks, elle souhaitait absolument l'attraper, et Sasha Banks est remontée dans le ring, puis elle est ressortie, et alors que Tamina essayait de l'attraper, Bayley en a profité pour effectuer le tombé sur Tamina pour la victoire. Donc Bayley conserve son titre, et tout de suite après le match, Tamina est très énervée, donc elle soulève Bayley pour lui porter un nouveau Samoan drop. Mais Sasha Banks intervient une nouvelle fois, et elle attaque Tamina par derrière. Au final, Sasha Banks et Bayley fêtent ensemble, et elles repartent bras dessus bras dessous. Donc pour le moment, l'amitié tient toujours. Ensuite, on a droit à une promo de Seth Rollins en coulisses,
où Seth Rollins dit que Drew McIntyre sait qui il est et il sait de quoi il est capable. McIntyre sait également que c'est le destin de Seth Rollins de devenir le champion de la WWE. Et Rollins ajoute qu'il admire le courage de Drew McIntyre, donc ce soir il va le libérer de son fardeau. Personnellement, je vous avoue que je suis totalement hypnotisé quand Seth Rollins parle en tant que Messi. Je trouve que là il est vraiment totalement dans son rôle. Puis on passe au 4ème match de la soirée pour le titre universel, avec le champion Braun Strowman qui affronte son ancien mentor, Bray Wyatt. Et donc comme je l'ai précisé, c'était bien Bray Wyatt et non The Fiend. A la base on avait un combat normal où chaque catcheur prenait l'avantage, mais petit à petit on a eu le droit un petit peu à l'univers de Bray Wyatt. Il faut savoir que Braun Strowman a été éjecté à l'extérieur du ring, et quand il s'est relevé, il est apparu avec son masque de mouton noir, le masque qu'il portait à l'époque quand il faisait partie de la Wyatt Family. Et à ce moment-là, Braun Strowman est monté dans le ring, et Bray Wyatt s'est mis à genoux pour l'accueillir, car il pensait que Braun Strowman souhaitait à nouveau être à ses côtés. Donc les deux catcheurs se sont retrouvés face à face, et Bray Wyatt a même pris Braun Strowman dans ses bras, alors que les marionnettes de la Firefly Funhouse sont apparues dans le public, et elles étaient en train d'applaudir. Mais d'un coup, Braun Strowman a repoussé Bray Wyatt, il a enlevé son masque, il l'a jeté par terre, et il l'a piétiné. Bray Wyatt a essayé de le raisonner, il a dit à Braun Strowman de l'écouter, mais Braun Strowman ne l'a pas écouté. À la place, il lui a porté son Power Slam pour la victoire. Donc Braun Strowman remporte le match, au final assez facilement, avec un Power Slam sur Bray Wyatt. Et après le match, on peut voir que Braun Strowman est en train de remonter la rampe, il retourne en coulisses avec sa ceinture. Bray Wyatt est allongé dans un des coins du ring, il regarde Braun Strowman, et d'un coup, on a le droit à des flashs du Fiend. Donc j'imagine que la rivalité entre les deux catcheurs n'est pas terminée, et certes Braun Strowman a battu Bray Wyatt, mais maintenant la question c'est est-ce qu'il pourra également battre The Fiend. On passe ensuite à une nouvelle petite vidéo du hacker. Le hacker nous explique qu'il surveille tout, il voit tout, il entend tout. Et à la fin de la vidéo on peut voir qu'il a vraiment des dizaines d'écrans devant lui, et apparemment il surveille toutes les superstars de SmackDown. Donc je tiens encore une fois à préciser que pour le moment nous ne savons absolument pas qui est le hacker, et il n'y a aucune rumeur concrète autour de son identité. On enchaîne avec le 5ème match de la soirée, Drew McIntyre, le champion WWE qui défend sa ceinture face à Seth Rollins, le Messi. Et justement pour coller à sa nouvelle gimmick, Seth Rollins a fait son entrée hier soir sur un nouveau thème. Et honnêtement je trouve que ça colle vraiment bien au personnage. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On a eu le droit à l'un des plus longs matchs de la soirée et le match le plus disputé, j'ai envie de dire. Seth Rollins a vraiment tout essayé face à Drew McIntyre, et la séquence de fin était vraiment superbe car les catcheurs se rendaient coup pour coup. Seth Rollins avait effectué un premier stomp sur Drew McIntyre, mais au final Drew McIntyre s'est dégagé avant le compte de 3. Du coup Seth Rollins a tenté un second stomp, mais il a été contré par un coup de tête de Drew McIntyre. Mais Seth Rollins a tout de suite répondu avec un super kick, mais derrière Drew McIntyre a tout de suite répondu avec un Claymore kick pour la victoire. Donc Drew McIntyre conserve le titre de la WWE. Et après le match, Drew McIntyre allait quitter le ring, mais il est revenu et il voulait que Seth Rollins lui serre la main. McIntyre a dit à Seth Rollins de montrer au monde qu'il est bien un leader en serrant sa main, et assez étonnamment, Seth Rollins a serré la main de Drew McIntyre après le match. Donc on va dire qu'il y a eu une preuve de respect entre les deux catcheurs. Ce n'est pas étonnant de la part de Drew McIntyre qui est un champion face, mais par contre c'est étonnant que Seth Rollins ait accepté, et j'ai hâte de voir ce qu'il va se passer lors de Raw et quelle va être la suite pour le personnage de Rollins. Ensuite on passe en coulisses et on retrouve R-Truth qui a l'air totalement dégoûté, et il est en train de fixer une photo, mais on ne peut pas voir ce qu'il y a sur la photo. Charlie Caruso vient donc faire une interview avec R-Truth, et R-Truth explique qu'il se sent seul car son bébé lui manque. Et à ce moment-là, il nous montre une photo de lui avec le titre 24/7. Donc R-Truth nous dit qu'il est temps de faire quelque chose, il va récupérer son bébé, puis il lance un message à la caméra, il dit Tom Brady, je vais venir te chercher et récupérer ma ceinture. Donc bien entendu, comme d'habitude, c'est R-Truth qui bug, car le champion 24/7 n'est pas Tom Brady, mais c'est un autre joueur de football américain, bien entendu, il s'agit de Rob Gronkowski. Et on passe donc maintenant au main event de la soirée, le Money in the Bank ladder match masculin et le Money in the Bank ladder match féminin, qui avait lieu en même temps au QG de la WWE, dans les bureaux de la WWE. Je vais essayer de vous donner quelques faits marquants de ce match, mais honnêtement il faut le regarder car clairement c'est un match unique et historique, donc c'est assez compliqué à décrire. Au départ, les catcheurs se sont retrouvés dans ce qui a l'air d'être la salle de musculation des bureaux de la WWE, alors que les catcheuses étaient dans le couloir. Et en gros l'histoire du match c'est que les catcheurs et les catcheuses se battaient, et en même temps ils essayaient de monter étage par étage pour arriver sur le toit de la WWE, car les mallettes Money in the Bank se trouvaient sur le toit de l'immeuble. Déjà, comme je l'avais mentionné lors du live, je pensais qu'il y allait y avoir un moment dans le bureau de Vince McMahon, et également quelques employés qui allaient peut-être être humiliés, ou en tout cas des guest stars. Du coup, il faut savoir que durant le match, on a eu le droit à des petites apparitions de Brother Love, par exemple, qui est sorti des toilettes à un moment. On a également Doink the Clown qui était caché derrière un siège.
Paul Heyman qui était en train de manger, ce qui fait que ça menait à une food fight. Les catcheurs qui ont commencé à se battre avec de la nourriture dans tous les sens. On a également Shayna Baszler à ce moment-là qui a porté son finisher, le Kirifuda Clutch, sur le pauvre petit Rey Mysterio. Et derrière, Rey Mysterio a été pris en sandwich par Otis d'un côté et Nia Jax de l'autre. Donc pauvre Mysterio. Et à un moment, on a même John Laurinaitis qui a débarqué. Donc voilà, c'était quelques petites guest stars hier soir durant le match. Il faut savoir qu'à un moment, AJ Styles était un petit peu en retard car il avait été bloqué sous des poids de musculation. Donc quelques instants plus tard, on retrouve AJ Styles qui cherche Rey Mysterio. Il essaye d'ouvrir des portes à droite à gauche dans les bureaux et il cherche Rey Mysterio pour se venger. Mais je vous avoue que moi à ce moment-là, j'ai trouvé ça un petit peu bête car logiquement, si tu es un catcheur dans un Money in the Bank ladder match, ton objectif ça doit pas être de retrouver quelqu'un, ton objectif ça doit être d'aller sur le toit. Donc j'ai pas trop aimé le fait que AJ Styles perde du temps à chercher Rey Mysterio, mais en fait c'était pour expliquer ce qui allait se passer. Car d'un coup AJ Styles arrive à ouvrir une porte, et quand il l'ouvre, il tombe dans une salle où il y a une lumière bleue et un cercueil en plein milieu. Et d'un coup on entend le gong de The Undertaker, et on peut voir AJ Styles qui panique un petit peu, et il faut savoir que quelques instants auparavant, AJ Styles était également choqué quand il était tombé sur un poster de The Undertaker. Donc ça par contre j'ai trouvé ça intéressant de voir que AJ Styles est clairement traumatisé par son match lors de WrestleMania 36 et j'espère que la WWE va continuer de jouer sur ça car c'est vraiment dommage que AJ Styles n'ait pas changé suite à son match à WrestleMania 36 et c'est même ce qu'il a dit lui-même lors d'une dernière interview. Il a précisé qu'il aurait aimé que son personnage revienne un petit peu plus tard déjà et il aurait également aimé que son personnage change un petit peu suite à ce traumatisme du Boneyard match. Au final, Aleister Black a débarqué pour attaquer AJ Styles, puis il l'a enfermé dans ce bureau avec le cercueil. On retourne ensuite du côté des catcheuses qui ont commencé à se battre dans une sorte de salle de conférence, et dans cette salle, il y avait également une mallette qui était accrochée au plafond, mais clairement c'était de la décoration vu qu'on savait tous que les mallettes sont sur le toit de l'immeuble. Sauf que Dana Brooke apparemment n'était pas au courant, donc Dana Brooke a décroché cette mallette dans cette salle de conférence et elle a commencé à fêter car apparemment c'était la seule personne sur Terre qui n'était pas au courant que les mallettes étaient sur le toit de l'immeuble. Donc là j'étais un petit peu surpris que les scénarios fassent vraiment passer Dana Brooke pour une attardée honnêtement. Et là d'un coup on a Stephanie McMahon qui est apparue et elle a expliqué à Dana Brooke que là elle est dans une salle de conférence, que la mallette qu'elle vient de décrocher c'est de la déco et que les catcheuses ne sont pas censées se battre ici donc faudrait faire le ménage. Puis on retrouve AJ Styles et Daniel Bryan qui étaient en train de se battre et d'un coup ils rentrent dans un bureau et là on peut voir le squelette d'un crâne de dinosaure sur l'un des murs et les fans qui connaissent les anecdotes de la WWE ont tout de suite compris qu'il s'agissait du bureau de Vince McMahon. Du coup on peut voir Vince McMahon qui se retourne, son thème d'entrée qui démarre et là d'un coup en fait Daniel Bryan et AJ Styles sont gênés comme des élèves devant le directeur ou alors comme des employés devant le grand patron tout simplement. Donc Daniel Bryan et AJ Styles s'excusent, Daniel Bryan rejette la faute sur AJ Styles et AJ Styles rejette la faute sur Bryan et les deux catcheurs ressortent tout doucement du bureau, mais d'abord ils font un petit peu le ménage, ils remettent les chaises en place, donc ils font un petit peu les lèche-culs devant le grand patron. Et bien entendu Vince gueule, il leur dit de sortir. Puis Vince fait un bon petit geste, il se nettoie les mains avec du gel hydroalcoolique, puis il se retourne à nouveau vers une liste, et apparemment il était en train d'ajouter des noms à une certaine liste. Donc quelle était cette liste de Vince McMahon? Est-ce que c'est la liste des prochains virés de la WWE? Petit à petit, les premières catcheuses sont arrivées sur le toit, on s'est retrouvé avec Nia Jax, Lacey Evans et Asuka, et Asuka s'est assez facilement débarrassée de Nia Jax et Lacey Evans, donc elle s'est retrouvée seule sur l'échelle, mais à ce moment-là, King Corbin est également monté sur l'échelle en face d'Asuka. Et là, de manière inexplicable, alors que King Corbin pouvait se concentrer sur sa mallette, il a commencé à pousser Asuka et à vouloir empêcher Asuka de décrocher la mallette féminine. Alors qu'honnêtement, ça, j'ai trouvé ça totalement illogique, car Corbin a perdu du temps en poussant Asuka, alors qu'il devait simplement prendre sa mallette. Il n'y avait rien qui empêchait King Corbin de prendre sa mallette, il n'avait pas à s'occuper de Asuka à ce moment-là. Mais du coup forcément ça a énervé Asuka et Asuka a poussé King Corbin qui est tombé de l'échelle, puis Asuka a décroché sa mallette, donc Asuka remporte le Money in the Bank ladder match féminin. À partir de ce moment-là, les catcheuses quittent le match et on se retrouve donc avec la mallette Money in the Bank masculine. Petit à petit les catcheurs arrivent et comme vous le savez on s'attendait tous à un gros bump lors de Money in the Bank. Et en fait on l'a eu sans l'avoir, car d'un coup alors que King Corbin était au bord du ring, il a pris Rey Mysterio puis Aleister Black et il les a jetés du haut du toit de l'immeuble. Donc apparemment on a eu le droit à une double tentative de meurtre de la part de King Corbin en direct lors de Money in the Bank, mais par contre on n'a pas vu les chutes de Mysterio et Aleister Black. En fait à chaque fois que King Corbin a jeté l'un des catcheurs, derrière on entendait simplement un gros boom. Donc la WWE souhaitait nous faire comprendre qu'apparemment Rey Mysterio et Aleister Black sont tombés de plusieurs étages. Bien entendu, je le rappelle, c'est le monde du catch, et voilà, il faut rappeler que dans le catch, tout est possible. Je veux dire, The Undertaker vole, plusieurs catcheurs ont déjà été enterrés, Paul Bearer est mort plusieurs fois,
Donc voilà, comme je le répète, il faut pas trop chercher de la logique dans le catch. Par contre, parfois, ce serait bien d'expliquer certains détails. Par exemple, moi, j'aimerais vraiment savoir pourquoi est-ce que King Corbin s'est occupé de Asuka alors qu'il aurait pu prendre sa propre mallette. Du coup, Rey Mysterio et Aleister Black ont été éliminés, on va dire, et on ne les a plus vus pour le reste du match. Et vers la fin, on s'est retrouvé avec AJ Styles et King Corbin qui étaient en haut de l'échelle. Et à ce moment-là, il faut savoir qu'ils ont décroché la mallette en même temps. Par contre, si vous regardez bien, honnêtement, c'est clairement AJ Styles qui décroche la mallette, mais par contre, ils la tenaient tous les deux en même temps. Du coup, AJ Styles et King Corbin sont en train de se chamailler pour récupérer la mallette, et à ce moment-là, Elias sort de nulle part, et il porte un coup de guitare sur King Corbin par derrière. Et suite au choc, la mallette tombe des mains de AJ Styles et King Corbin, et elle tombe directement dans les bras de Otis. Et donc, les arbitres décident que c'est Otis qui remporte le Money in the Bank Ladder Match masculin. Énorme surprise hier soir à la fin de Money in the Bank. Honnêtement, c'est la dernière personne sur qui j'aurais misé, car je pensais que c'était un petit peu trop tôt pour Otis. Je ne pensais pas que la WWE allait miser aussi rapidement sur lui, mais au final, c'est bien Otis qui est Mr. Money in the Bank, suite à un scénario un petit peu rocambolesque, on va dire. Car si certaines personnes veulent aller chercher les détails, comme je vous l'ai dit, ce sont bien AJ Styles et King Corbin qui ont décroché la mallette. Donc par exemple, la WWE aurait pu décider qu'ils étaient co-vainqueurs du match. Et derrière, quand King Corbin lâche la mallette, il faut savoir que AJ Styles l'a plus ou moins dans les mains, mais en fait c'est un petit peu comme au rugby ou au football américain. On va dire qu'il la tenait pas réellement, donc c'est comme si l'essai ou le touchdown n'avait pas été validé. Et au final, quand la mallette est tombée, Otis lui l'a réellement attrapé. Donc la décision c'est que c'est Otis le vainqueur du Money in the Bank Ladder Match. J'ai vu beaucoup de personnes directement critiquer cette décision, alors qu'honnêtement on n'a aucune idée de ce qui va se passer, on n'a aucune idée de comment la WWE va gérer Otis. Il y a plein de scénarios qui sont possibles, mais bizarrement directement il y a plein de fans qui souhaitent être pessimistes tout de suite après la fin du show, et moi je trouve ça très triste. Déjà il y a beaucoup de personnes qui disent qu'aujourd'hui Otis n'est absolument pas crédible pour devenir champion de la WWE, mais il faut comprendre qu'un catcheur évolue au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années, et que le Otis qu'on connaît actuellement n'est peut-être pas du tout le même Otis qu'on verra dans un mois, dans 2 mois ou dans 6 mois. La WWE peut décider de faire évoluer son personnage, elle peut décider de le pusher, de lui donner des victoires, de le rendre plus sérieux. Donc les personnes qui critiquent ce Otis sont un petit peu bloquées en fait dans le présent, et il faut comprendre que les catcheurs évoluent. Par exemple, John Cena à un moment au début de sa carrière c'était un rappeur, son but c'était de faire rire les gens, mais par la suite c'est devenu un catcheur sérieux et c'est devenu une star immense. Daniel Bryan, à un moment, il était pas du tout utilisé par la WWE, et c'était un mid-carder dans une espèce de storyline avec les Bellas. Au final, quelques mois plus tard, c'était la top star de la fédération. Donc il faut que certains fans essayent de comprendre que le Otis qu'on connaît actuellement va évoluer au fil des mois, et que qui sait, peut-être qu'à un moment, il sera super crédible pour pouvoir devenir champion de la WWE. À côté de ça, il y a également d'autres scénarios qui sont possibles, car pour info, quelques jours avant Money in the Bank, il faut savoir que Otis avait donné une interview où il avait déclaré que s'il remporte la mallette, et bien derrière il souhaiterait encaisser sa mallette pour les titres par équipe et non pour un titre solo. Par contre, Otis a précisé lors de l'interview qu'il ne sait pas si c'est faisable, il ne connaît pas exactement les règles du Money in the Bank Ladder Match, car ça n'a jamais été fait auparavant de vouloir encaisser sa mallette pour un titre par équipe. Donc qui sait, peut-être que Otis au final va plutôt viser les titres par équipe avec Tucker. Il y a plein de scénarios possibles, donnons une chance à Otis, donnons une chance à la WWE, et il faut être content que la fédération ait eu le culot de miser sur une jeune nouvelle star. Et moi, comme vous le savez, personnellement, j'adore les surprises, et j'ai trouvé que c'était une bonne surprise de voir Otis remporter le match hier soir, même si, comme je vous l'ai dit, il y avait quelques détails qui étaient un petit peu illogiques durant le match. Mais comme je le répète, la logique dans le catch ça n'existe pas vraiment. Donc voilà, c'est tout pour la review de Money in the Bank. Maintenant c'est à vous, dites-moi ce que vous avez pensé de ce pay-per-view dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. On se retrouve bien entendu demain pour les résultats de Raw. Ciao tout le monde!